Bonjour et bienvenue dans les clés de la crise. Au nom du CNPA, bienvenue à tout le monde. On a décidé de faire cette réunion webinar avec vous pour vous donner les clés. Je ne vous cache pas qu'on a pensé un peu à cette réunion parce que le gouvernement n'arrêtait pas de nous dire « attention, il va y avoir à nouveau un confinement ». Bon, pour l'instant, l'hypothèse s'éloigne, mais on voudrait quand même que vous soyez tous armés face à un éventuel, en tout cas une restriction de mesures. Vous savez que cette filière automobile que vous connaissez tant et que vous représentez a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Bien que jugés essentiels à la nation, les services de l'automobile, selon nos métiers, ont subi les conséquences économiques que vous connaissez. Le marché automobile a subi une baisse de 25% en 2020. Les entreprises ont été en première ligne pendant cette crise, particulièrement pendant les 2 semaines de confinement de mars et de novembre. Et donc, ces services de l'automobile que le CNPA porte à bout de bras se sont mobilisés et ont démontré leur capacité à dépasser une logique de business pour mettre leurs compétences aussi au service d'offres sociales innovantes pour les citoyens. Le CNPA est très présent pour accompagner évidemment ces entreprises dans cette période de crise inédite. Encore une fois, on est dans un entre-deux, mais vous aurez bien compris que c'est important de vous donner les clés de la crise. C'est pour ça qu'on a baptisé cette réunion d'1 heure les clés de la crise. Les questions, elles sont nombreuses. À quelles mesures de soutien de l'État ont eu recours les entreprises des services de l'automobile? Quelles difficultés ont-elles rencontrées? Comment est-ce que les professionnels de l'auto se sont adaptés pendant cette crise pour assurer la poursuite de l'activité? Quel bilan dresse-t-il de l'année 2020? Voilà, quelques comment dirais-je, éléments sont là pour étayer ce propos. Les prochains mois seront évidemment déterminants pour la filière. Et ça, vous le savez tous. Les incertitudes planent toujours sur l'avenir du marché automobile. Ça, on le constate pratiquement tous les jours. Le contexte sanitaire est imprévisible. Comme on l'a dit, quand on regarde Gabriel Attal, qui il y a encore 10 jours nous disait on va reconfiner de façon serrée donc on s'imaginait les écoles. Le même Gabriel Attal sort du Conseil des ministres l'autre jour et vous dit finalement le reconfinement n'est qu'une hypothèse très éloignée. En attendant, ça s'appelle des incertitudes avec des échéances réglementaires qui sont nombreuses en 2021, que ce soit au niveau européen ou national. Et évidemment, le CNPA suit ça avec attention. On vous propose donc à tous, et merci d'être nombreux, vous êtes inscrits par nombre. J'ai oublié de me présenter, je suis Pierre de Villeneuve. Certains d'entre vous me connaissent car j'anime le club de Suresnes et je serai là, si vous le voulez bien, si ça vous convient, de temps en temps aussi pour dialoguer avec vous et pour diriger ce genre de réunion. Alors, les questions que vous allez poser, elles sont nombreuses et surtout, on va vous répondre par l'intermédiaire d'experts. Jean-Claude Philibin est le directeur du pôle juridique du CNPA. Il est avec Céline Dubslav-Chevalet et Anne de Beaumont qui travaillent en étroitesse avec lui. Et justement, pour toutes les questions d'ordre économique, financier, juridique, n'hésitez pas, ils vous répondent. Karine Bonnet est directrice générale présidente du réseau Contrôle Technique France de DECRA. Et Thomas Courtois est également avec nous, on lui donnera la parole. Chef d'entreprise du groupe Courtois, Peugeot, voilà, pour les présentations. D'abord, je m'adresse à Jean-Claude Philibin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous. Vous êtes donc, je l'ai dit, le directeur du pôle juridique du CNPA. Vos services sont en relation quotidienne avec les chefs d'entreprise pour répondre aux questions. Je ne vais pas vous demander quelles ont été les problématiques des derniers confinements, parce que je pense que tout le monde a ses problématiques et tout le monde a son ressenti là-dessus. Quel est le dispositif aujourd'hui directement? C'est une question concrète. Quel est le dispositif pour le fonds de solidarité? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Alors, en fait, le fonds de solidarité, il a été mis en place en avril 2020 pour soutenir financièrement les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19. Alors, en 2020, à l'échelle nationale, tout secteur d'activité confondu, les aides du Fonds de solidarité ont été distribuées à 2 millions d'entreprises, tout secteur confondu.
elles se sont élevées à 15 milliards d'euros, dont près de 4 milliards pour la seule Île-de-France. À noter que les TPE ont été majoritairement bénéficiaires, 6 milliards d'euros accordés à des entreprises individuelles, 5 milliards d'euros à des SARL et un peu plus de 6 milliards d'euros alloués à des entreprises qui emploient de 0 à 5 salariés. Alors, comme vous l'avez souligné, le dispositif a effectivement connu de nombreuses évolutions, plus d'une dizaine depuis sa mise en place, qui l'ont rendu extrêmement complexe. Le montant des aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre chaque mois diffère selon que celles-ci ont été fermées ou non au public, selon leur taille, selon le secteur d'activité dont elles relèvent, selon leur date de création ou encore selon le pourcentage de perte de chiffre d'affaires. Alors, quelques points rapides à connaître tout de même. Le montant de la subvention qui est perçue au titre du Fonds de solidarité au mois de décembre 2020, il va varier selon plusieurs critères. Fermeture administrative de l'entreprise, perte de chiffre d'affaires importante, secteur d'activité en liste S1. La liste S1, en fait, elle correspond aux entreprises et secteurs les plus gravement touchés par la crise. Elle est donc définie par le ministère, ou S1 bis. Les adhérents connaissent donc ces références. Le S1 bis correspondant aux entreprises qui sont directement liées au secteur qui relève de la liste S1. Alors, selon les cas de figure, ces aides peuvent atteindre 1 500 euros, 10 000 euros ou 20% du chiffre d'affaires avec un plafond de 200 000 euros par mois. Le formulaire de demande d'aide au titre du mois de janvier 2021. Donc, janvier 2021 n'est pas encore en ligne sur le site de la Direction générale des finances publiques, donc de la DGFiP, mais il va être publié aux alentours du 24 février, donc très prochainement, et sera disponible jusqu'au 31 mars 2021. Et le fonds de solidarité, pour l'heure, est prolongé jusqu'au 30 juin 2021, donc 30 juin 2021. 30 juin 2021, donc ça veut dire qu'on peut encore en bénéficier. Et si on a évidemment des questions, on peut s'adresser au pôle juridique du CNPA. Anne de Beaumont, vous travaillez justement dans ce pôle juridique. Les entreprises, on le sait, ont beaucoup eu recours à ce qu'on a appelé les PGE. Il y a beaucoup de questions, évidemment, qui sont posées autour de ces prêts. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils aux entreprises qui ne savent pas, qui peut-être pour certaines ont ce qu'on appelle la peur du banquier, en disant il faut négocier, renégocier. Ben oui, c'est ça, c'est quand même pas facile d'entrer dans une agence en disant voilà, écoutez, je suis dans cette situation, sur les modalités de remboursement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces adhérents? Il y a plusieurs points. Déjà, quelques éléments chiffrés. En 2020, il y a à peu près 650 000 PGE qui ont été octroyés pour un montant total de 132 milliards d'euros. Et pour le seul secteur du commerce et de la réparation d'automobiles et de motocycles, ce sont 31 milliards d'euros qui ont été distribués, ce qui fait à peu près 22% des bénéficiaires, des entreprises bénéficiaires et 24% des montants accordés. Donc, c'est déjà la part de notre secteur est assez importante. Sur le fonctionnement du PGE en lui-même, en fait, le pôle juridique et social a été assez peu sollicité parce que, contrairement à ce que vous venez de dire, j'ai l'impression, les chefs d'entreprise ont l'habitude d'échanger avec leurs banquiers. Voilà, et donc ils ont eu ce réflexe-là déjà d'aller les voir. En revanche, nous avons été surtout sollicités pour les cas où le PGE leur a été refusé. Et voilà, donc les demandes de conseil, c'était que faire en cas de refus de PGE. Alors, le premier réflexe déjà, puisque le PGE est garanti par BPI France, c'est déjà d'interroger BPI France. Il y a une adresse Internet spécifique. Donc, quand quelqu'un a demandé un PGE, de toute façon, il a demandé une attestation à BPI France. Et donc, quand la banque lui dit non, je ne vous l'accorde pas, il connaît l'adresse, il a dans ses documents l'adresse qu'il doit contacter. Et pour ceux qui sont adhérents du CNPA, nous avons des informations adhérents sur le site Internet qui leur permet de toute façon de retrouver toutes ces adresses-là. Le deuxième réflexe, c'est de saisir le médiateur du crédit. Il y a un médiateur du crédit dans chaque département. Donc, en fait, ce médiateur du crédit est… quand même ce médiateur du crédit, donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, j'imagine.
Alors, de toute façon, on ne peut pas le saisir tant qu'on n'a pas eu de refus officiel et que BPI France ne vous a pas dit « je ne peux rien pour vous ». Donc là, on est obligé d'attendre. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, parce que certains croient que, quels que soient les médiateurs d'ailleurs, quand on va saisir un médiateur, c'est qu'il va nous donner raison. Pas toujours. Donc parfois, la médiation du crédit n'aboutit pas. C'est possible, ça dépend de… Alors voilà, le CNPA là aussi ne peut pas, de manière générale, dire voilà les raisons pour lesquelles on vous a refusé un PGE, on vous a refusé d'ailleurs un autre prêt, parce qu'il n'y a pas que le PGE, mais ça peut arriver, la médiation du crédit peut ne pas aboutir, et là, dans ce cas-là, il faut saisir les comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises. Donc l'acronyme, c'est CODEFI. Ce sont des qui sont situés dans chaque département, ce sont des fonctionnaires. Comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises, les CODEFI. Et là encore, sur le site du CNPA, il y a les adresses, les contacts dans chaque département. On peut télécharger la liste. On le retrouve aussi sur le site du ministère de l'Économie. Et au sein de ces CODEFI, il y a des personnes qui sont, dont le travail, c'est d'aider aussi les entreprises à trouver des financements. Ils s'appellent les commissaires aux restructurations et la prévention des difficultés, les CRP. Le médiateur du crédit peut les saisir aussi directement. Bref. Et donc, ces CODEFI discutent avec l'entreprise pour essayer de trouver d'autres modes de financement que le PGE. Les entreprises, par exemple, de plus de 250 salariés peuvent obtenir un prêt du Fonds de développement économique et social, donc là aussi un acronyme, le FDES. Les autres entreprises peuvent obtenir des prêts bonifiés, des avances remboursables, des prêts participatifs. Et là, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête d'une entreprise adhérente du CNPA qui avait sollicité un PGE, un prêt garanti par l'État, en avril 2020, qui se l'est vu refuser, bien évidemment, qui a saisi la médiation du crédit, qui a échoué, qui a saisi le CODEFI, qui a diligenté un audit de l'entreprise par une société d'audit spécialisée, qui a donc rendu son audit. Et le CODEFI, ensuite, a sollicité Bercy, donc le ministère de l'Économie, parce que c'est lui, pour ses financements un petit peu annexes aux prêts garantis par l'État, qui, en fait, valide par arrêté l'octroi d'un prêt. Et finalement, in fine, l'entreprise a obtenu son prêt de 350 000 € de tête. Oui. Mais en fait, la procédure, en tout, elle aura duré 10 mois. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'argent en avril 2020 et ils ont obtenu l'argent en novembre 2020. Oui, donc évidemment. Donc, ce qui est, pour une entreprise qui est fragilisée par la crise, c'est extrêmement long. Mais là, le CNPA ne peut pas raccourcir les délais. Donc, c'est un peu le schéma qu'il faut suivre lorsque on demande un PGE à sa banque, on sollicite l'accord de PGI, et si on a un refus, ben voilà, il y a tout un process à suivre. Donc, actuellement, pour souscrire un PGE, il faut de toute façon s'adresser en premier lieu à sa banque. Le montant du prêt peut atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou 2 ans de masse salariale, pardon. Ce sont pour les entreprises innovantes ou qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019. Actuellement, on arrive à la fin de la première année, donc ça a été mis en place en avril 2019. Il y avait un déféré de remboursement d'1 an. Donc, en théorie, les premiers remboursements devraient commencer à arriver. C'est pour ça que on avait déjà dans nos informations conseillé aux entreprises qui avaient souscrit un PGE avec un différé de remboursement d'1 an de contacter leur entreprise quelques mois avant, justement pour voir s'ils sont en mesure de commencer à pouvoir rembourser ou pas, parce qu'on peut amortir ce prêt sur 1 à 5 ans. C'est-à-dire qu'en tout, le prêt, de toute façon, dure 6 ans. La nouveauté en 2021, c'est-à-dire Bruno Le Maire a annoncé que finalement, les entreprises pourraient commencer à rembourser leur PGE encore 1 an après. Donc, pas maintenant en avril 2020, mais en avril 2021. Mais le prêt, de toute façon, garde sa durée initiale de 6 ans. D'accord. Donc, de toute voilà, façon… donc on peut demander un report d'1 an et commencer à rembourser le prêt à partir d'avril 2022. Mais déjà, les entreprises, si elles n'ont pas déjà contacté leur banquier pour pouvoir discuter avec lui des modalités de remboursement du PGE, il faut qu'elles le fassent maintenant.
Oui, évidemment, il ne faut pas tarder. Et de toute façon, ce qu'il y a d'intéressant, Anne, c'est que si jamais il y a un quelconque problème, il y a énormément d'informations sur le site du CNPA. Et notamment, justement, ce process existe. On peut se dire aussi que les choses vont lentement, mais on peut aussi se dire d'un autre côté que ce process existe, qu'il y a des étapes à suivre et qu'il ne faut pas se planter. Et pour ne pas se planter, justement, il faut aller sur le site du CNPA. Jean-Claude Philibin, on a parlé évidemment de l'activité partielle. Qu'est-ce qu'on dresse comme bilan au pôle social et juridique de cette activité partielle pour l'année 2020 et des dernières semaines? Écoutez, il faut vraiment distinguer les deux périodes. Le premier confinement et le second confinement, c'est deux configurations différentes. Le premier confinement, donc de mars, mi-mars à mi-juin 2020, est survenu brutalement, et a réduit à néant l'activité d'une grande majorité des entreprises, tous secteurs confondus, et mis en veille les services publics de l'État. Donc ça a été très brutal. On a tiré le rideau en quelque sorte. La sortie de confinement s'est déployée de manière progressive à partir du mois de mai 2020, mais elle n'a concerné qu'une partie de nos métiers, le commerce automobile et les auto-écoles de conduite, pour ne citer que ces deux activités, ayant été autorisées à recevoir du public plus tard. Le recours à l'activité partielle, bien évidemment, pendant ce premier confinement, a été donc quasi généralisé. Le second confinement, qui a débuté, je vous le rappelle, le 30 octobre 2020, a été moins violent, en ce sens que nos activités, reconnues par les pouvoirs publics comme étant pour la plupart essentielles, il y a eu un gros travail du CNPA à ce sujet, donc reconnues comme étant pour la plupart essentielles, ont pu se poursuivre partiellement, compte tenu que l'activité générale était ralentie, mais dans le respect de protocoles sanitaires stricts, à l'élaboration desquels le CNPA a fortement contribué, et ça c'est important de le rappeler. Pendant ce second confinement, les entreprises du secteur de la réparation et de l'entretien automobile et du contrôle technique ont placé en activité partielle, donc quelques chiffres très rapidement, 67,5% de leurs salariés jusqu'à la fin novembre, donc le confinement, le second a débuté au 30 octobre, et 56,8% en décembre. Les chiffres du pôle commerce, donc, qui est un autre pôle donc organisé autour du CNPA, sont comparables, c'est-à-dire 65% des salariés en activité partielle. L'activité partielle, c'est le nouveau mot pour dire chômage partiel, en novembre, et 58% en décembre. Alors, le volume d'heures indemnisées par salarié allant tout de même en décroissant avec la reprise d'activité de fin d'année. Donc, l'activité partielle, c'est collectif. Si on démarre, par exemple, à mi-temps en partiel, en fin d'année, vous aviez des salariés qui n'étaient plus en mi-temps. Donc, le volume d'heures indemnisées, évidemment, évolue en fonction de la reprise économique. Alors, quelques remarques pour conclure sur ce sujet. Le constat, c'est que le niveau d'activité partielle est encore élevé dans notre secteur. Il est encore élevé. Néanmoins, il faut le reconnaître et l'admettre, l'État a été très réactif en adaptant le dispositif d'activité partielle à l'ampleur de la crise. Il a adapté son dispositif qui était moins avantageux dans le cadre du droit commun, la garantie de rémunération accordée aux salariés en activité partielle et l'allocation versée par l'État à l'entreprise à titre de prise en charge ont été significativement revalorisées. Sans ces aides, les entreprises auraient été incapables de faire face à la crise et elles auraient été contraintes à procéder à des licenciements économiques de masse. Bien sûr. Il faut également relever le pragmatisme et la formidable capacité de résilience des chefs d'entreprise de notre secteur d'activité face à cette crise sans précédent. Donc ça, c'est une capacité qu'ont nos chefs d'entreprise. Ils se sont sortis de toutes les crises. J'ai connu la crise de 2008, ils s'en sont sortis. Et là également, même si c'est très compliqué pour certains d'entre eux, il ne faut pas sous-estimer la nature de leurs difficultés, ils font face avec un CNPA, bien évidemment, non moins combatif à leur côté. Oui, et on va les écouter tout à l'heure. Mais je reste un peu aux côtés du pôle social et juridique, puisque c'est ça qui nous concerne. Je vois une question de Marilyn qui dit « Bonjour, je suis adhérente au CNPA, je voudrais savoir de quelles aides je pourrais solliciter. » Je pense, Marilyn, si vous nous entendez, je pense qu'il faudrait un peu préciser votre question, parce que là, en l'occurrence, on a tout un panel
d'aides qui ont été, comment dirais-je, présentées. Donc, si vous voulez un petit peu affiner votre question, on y reviendra tout à l'heure. Céline Chevalet, il y a des questions qui vous sont posées, évidemment, par les entreprises. Quelle est celle qui revient le plus souvent? Quelles sont les difficultés qu'on vous soumet le plus souvent? Pardon. Alors, effectivement, comme disait Jean-Claude, on a été très sollicité et le CNPA s'est mobilisé aux côtés des professionnels puisque on a fait nos petites statistiques. Ça a représenté pendant le premier confinement plus de 300 publications et mises à jour qui étaient disponibles quasiment en temps réel à destination de nos adhérents et entreprises du secteur. Ça a également représenté depuis le début de la crise en mars jusqu'à décembre 450 000 connexions d'adhérents et de non-adhérents aux informations publiées sur le site, 17 000 questions techniques qui ont été traitées par le pôle juridique et social entre mars et décembre, auxquelles s'ajoutent toutes les questions qui ont été traitées par nos collègues de secteur. Donc, effectivement, nous avons été aux côtés des professionnels. Maintenant, pour en revenir aux questions les plus posées en matière d'activité partielle. Comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, les questions ne sont pas les mêmes, premier et second confinement. Au premier confinement, les entreprises ont surtout eu des difficultés à s'approprier le dispositif parce que les textes étaient extrêmement volatiles. Tout changeait tous les jours, tous les 2 jours, généralement le week-end, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. Donc, il a fallu qu'elles soient très adaptables, très réactives, qu'elles s'approprient un dispositif qui était quand même un dispositif qui initialement était posé ou était pensé pour un cas très exceptionnel, une entreprise qui subit un incendie. Et donc là, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus grand. Les chefs d'entreprise ont été amenés les premiers mois à refaire à de nombreuses reprises, ils s'en souviendront, les bulletins de paye de leurs salariés. Tout a changé plein de fois. Pour le second confinement, les questions n'étaient pas les mêmes. Là, c'est plutôt, depuis l'été, en fait, des questions relatives à la modulation du taux d'activité partielle, ou modulation de l'indemnité et de l'allocation, donc indemnité versée aux salariés, allocation remboursée par l'État à l'employeur. Donc ça a été pensé différemment selon les secteurs et c'est amené à continuer puisque d'après les projets de décret et les ordonnances qui ont été publiées hier, on continue de faire une différence entre le droit commun, les entreprises les plus touchées, donc les secteurs annexe 1, annexe 2. Donc chez nous, ce sont les loueurs et les stations-service. Maintenant, on va commencer à envisager des différences en fonction des fermetures administratives et des zones géographiques. Donc c'est pas facile à manier et je crains que ça reste pas tout à fait facile à manier. Merci Céline. Avant de redonner la parole à Jean-Claude, alors c'est ça qui est fabuleux avec le webinaire, c'est qu'il y a toute une foire aux questions et du coup, il y en a qui se répondent les uns aux autres. Mais on va quand même demander aux experts, parce qu'on a la chance quand même d'avoir Jean-Claude, Céline et Anne. Il y a par exemple Bruno qui dit « La Banque Populaire Franche-Comté me dit que si je rembourse à partir de 2022, la durée est réduite à 4 ans. Est-ce que c'est vrai ?» Alors, qui peut lui répondre? Alors, ce serait davantage Anne. Comme je vous disais, la durée totale du PGE, c'est 6 ans. Donc, on avait un premier différé de remboursement d'1 an, donc on avait ensuite entre 1 et 5 ans pour rembourser. Si on décale d'1 an le différé de remboursement, il ne reste plus que 4 ans. Donc oui, en fait, les mensualités vont augmenter, quelque chose comme ça. Oui. Pour l'instant, le système a été bâti pour être limité à 6 ans. On ne peut pas aller au-delà. D'ailleurs, ça fait partie de certaines demandes que l'on véhicule aussi via l'Interpro, qui serait de transformer ce PGE, de pouvoir l'allonger sur 10 ans, voilà, au lieu de 6, le passer à 10 ans, parce qu'effectivement, la durée totale du PGE, c'est 6 ans. Donc, avant, quand il a été mis en place en avril 2020, on pouvait avoir un différé de remboursement d'1 an, donc on restait entre 1 et 5 ans, ça restait 6 ans. Si on demande 1 an de plus pour ne pas avoir à rembourser, forcément, il reste 4 ans. Donc, les mensualités seront plus élevées. C'est mathématique. C'est en effet mathématique. Quelque chose d'important que je souligne et qui a été dit par Anne, c'est, attention, les mensualités vont augmenter. Alors, sans faire offense à l'adhérent, hein, il faut faire attention parce que l'une des questions que l'on se pose, nous, organisations professionnelles, comme beaucoup de Français, est-ce que les entreprises sont sous perfusion?
Donc attention quand même au phénomène, plus je décale, plus mes remboursements vont augmenter. C'est reculer pour mieux sauter, il faut faire attention. C'est ça, exactement. Alors justement, tout à l'heure, comment dirais-je, Marilyn était un peu, j'allais dire, pas assez précise sur sa question, je ne veux pas dire floue. Alors, elle nous explique sa situation. Elle est un garage auto, je me demande bien si c'est pas… Je pense que c'est Anne, mais c'est aussi Karine Bonnet qui pourra peut-être pour l'entretien réparation lui répondre. Je suis un garage auto avec station-service situé en Savoie. Donc, en Savoie, il y a de la neige, mais il n'y a pas d'activité. En janvier, j'ai moins 50% pour le chiffre d'affaires par rapport à 2020. Et elle a cette question très simple, très précise. À combien puis-je prétendre? Là, il va falloir, franchement, c'est pas pour reculer pour mieux sauter, mais je préférerais pouvoir revérifier parce que à Savoie, d'accord, mais en fait, dans le décret Fonds de solidarité, on a listé toute, en annexe 3, la liste des communes qui sont considérées comme zone de montagne ou pas. Et donc, il faut qu'on s'assure que même si elle est en Savoie, son lieu d'établissement fait partie de la fameuse liste. Donc, le mieux, ce serait soit qu'elle contacte son correspondant CNPA habituel en région. Donc, on a des correspondants en région de Rhône-Alpes. Et où trouver cette liste? Je vois en direct aussi. C'est dans le décret et on les retrouve en fait sur le site du CNPA. Nous avons mis en ligne… maintenant, ça fait 3 informations différentes. On a 3 informations différentes sur le Fonds de solidarité. Une première qui porte sur le Fonds de solidarité du mois de mars au mois d'août. Ensuite, on en a une deuxième qui concerne le Fonds de solidarité de septembre à décembre. Et la dernière mise en ligne hier soir qui concerne le Fonds de solidarité pour le mois de janvier. Et donc, les listes figurent en annexe. Mais là, pour le coup, si on nous parle de… Merci Céline, mais je pense que du coup, la liste des communes, je ne suis pas sûre de l'avoir mise en annexe parce qu'en fait, pour tout vous dire, Marilyn, on n'a quasiment pas de questions sur les zones de montagne. Donc, je ne pense pas l'avoir mise en annexe, je vais la rajouter. D'où l'avantage de ces webinaires, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, je vais la rajouter. Peut-être que Karine aussi a des compléments à apporter. Je vois qu'elle s'est connectée. Mais effectivement, voilà, c'est l'intérêt des webinaires. Donc, je vais rajouter une troisième annexe avec la liste des communes considérées comme zone de montagne, station de montagne et fond de vallée. Cette saison, j'allais dire. Hein, ce n'est pas une mauvaise blague, malheureusement. Si. Karine, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour Marilyn? J'allais rejoindre ce que disait Anne à l'instant. C'est effectivement, il faut faire très attention par rapport au type de commune. Là, d'avoir 50% en moins de chiffre d'affaires sur le mois de janvier, il faut voir si c'est réellement lié au contexte sanitaire ou il y a certainement d'autres facteurs d'explication. Donc, je pense que ce n'est pas si simple de répondre au montant de l'aide. Par contre, il faut rentrer dans la démarche, la solliciter avec l'appui du CNPA pour constituer tout le dossier. Je pense que ça serait un petit peu hypothétique de donner un montant. Il y a tellement de variables et tellement de dispositifs possibles en fonction des… problème de liaison avec Karine. Le son passe mal, c'est ça? Là, c'est bon. Continuez. D'accord. Je disais que c'était dangereux de s'avancer sur un montant d'aide, qu'il valait mieux rentrer dans le dispositif avec effectivement l'appui du CNPA, de constituer l'ensemble du dossier pour voir à quel… Oui, alors là, pour le coup, on vous a perdu. Mais en tout cas, ce que vous dites est tout à fait clair, Karine. Hein, c'est ce que disait Anne à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut point par point analyser et peut-être aussi, effectivement, et c'est aussi un questionnement, s'adresser à la région parce que peut-être que la région a des aides spécifiques justement pour ces secteurs totalement sinistrés. Et puis également, Pierre, très rapidement, c'est parce qu'on n'est plus tout à fait dans le quoi qu'il en coûte. Donc, dès qu'on sort du quoi qu'il en coûte, on peut avoir des cas très spécifiques. D'accord? Une multiplication des cas, puisqu'on n'est plus tout à fait dans le quoi qu'il en coûte. Oui, alors je ne sais pas si c'est ma connexion ou si c'est celle du webinaire en général, mais on ne vous a pas bien entendu. Alors, qui est avec nous? Je vois comment dirais-je? Karine est toujours avec nous, Karine Bonnet. Oui, toujours.
J'ai perdu un peu la connexion à un moment donné. Jean-Claude, votre expérience justement pour l'entretien-réparation, pour les difficultés qui ont été rencontrées ces derniers mois, qu'est-ce qui revient, j'allais dire, sur la table en premier? Ça dépend encore si on parle du premier confinement ou du deuxième confinement. Bien sûr. Comme dit tout à l'heure, au premier confinement, il y a la stupeur d'une situation plutôt inédite, la stupéfaction. Et puis là, l'incertitude, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qui allait se passer après. Dans toutes les cas de cause, il y a eu une confusion sur le métier du contrôle technique, savoir si on devait rester ouvert ou pas. Donc, il y avait ce premier questionnement. On n'avait pas aussi la possibilité d'avoir tout de suite des masques, du gel, enfin, problème de logistique et de stock des équipements de protection. Donc, sur cette première période, nous, on a pris la décision sur notre activité en propre de fermer nos centres. Dès le 17 mars et la mi-mars jusqu'à la fin avril, c'est sur la partie VL. On a également aussi incité nos centres affiliés partenaires de faire la même chose. L'ensemble d'ailleurs des différents réseaux, c'est ce qui s'est passé. Il y avait à peine 10% des centres de contrôle technique dans le VL qui étaient ouverts sur la première période de confinement, alors que dans le poids lourd, là aussi, on les avait fermés tout de suite. Mais après, on les a réouverts à la demande du ministère. Et globalement, c'est l'ensemble du marché j'allais dire même de la France, au-delà de notre métier, qui s'est arrêté. C'est presque un lockdown, une grosse surprise. Voilà, et ça, c'était le premier confinement. Le deuxième confinement, il n'y a pas eu la confusion sur le fait qu'on devait rester ouvert ou fermé. On a tout de suite été reconnu effectivement comme activité essentielle. Et dans l'intervalle, on s'était organisé, nous, en tant que groupe, pour se fournir en matériel de protection. Aussi bien pour nos collaborateurs qui sont dans les bureaux, dans les sièges, et aussi pour les centres de contrôle technique qui sont face aux clients. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si Thomas Courtois nous entend ou s'il va le rejoindre. Ah, il est là. Thomas, de votre côté, j'allais dire même plus du tout, même question. Comment est-ce que vous avez vécu ce premier confinement, ce deuxième confinement? Un peu comme ce que disait Karine, le premier confinement, c'était l'effet de sidération déjà. Sidération totale. Puisque, je me rappelle, c'était le samedi soir à l'annonce, on était en plein week-end porte ouverte et on était plus en train de célébrer une première belle journée de vente, parce qu'on était sur une vraie dynamique de bons week-ends porte ouverte, comme on les aime bien, notamment au mois de mars, pour appeler tous les commerciaux le samedi soir via WhatsApp, parce qu'on communique, on a des groupes internes WhatsApp, pour dire demain, personne ne met les pieds au bureau. Et une fois que le lendemain on se réveille, on dit bon, on va aller sécuriser les sites, parce que l'on était en configuration ouverte, week-end porte ouverte. Et ça fait bizarre le dimanche soir de fermer un garage. On éteint tout, on range les voitures, on met tout en sécurité et on se dit quand est-ce que je reviens? Et ça, c'est un vrai effet de sidération. Une fois qu'on se réveille de tout ça, il faut 2-3 jours et on commence à voir les notes du CNPA. Et le CNPA a été un vrai fil conducteur dans cette première phase pour comprendre, j'ai le droit d'ouvrir, j'ai pas le droit d'ouvrir, qu'est-ce que je protège, qu'est-ce que je protège pas. Donc, toute l'assistance qui a été de dire, nous, on a essayé coûte que coûte, on a essayé de rouvrir le plus vite possible, mais pas tout le barnum, parce que c'était interdit, mais de maintenir un lien avec avec le client. Et nous, on a commencé à prendre un axe qui était activité essentielle, de contacter les centres d'infirmières, de médecins et d'avoir cette fonction-là de citoyen, tout simplement, dire on est ouvert. Et donc, on a rouvert pour 3 rendez-vous de temps en temps sur une journée. Donc, on ouvrait vraiment à la demande pour un médecin qui avait crevé. Voilà. Et donc, on a fait ça. Ensuite, on a pris l'activité pièce de rechange petit à petit, remettre un flux. Voilà. Et on est remonté en puissance tout en pilotant avec les notes très nombreuses du CNPA pour qu'il fasse son travail j'aime pas le mot lobbying, mais en tout cas de relation avec les ministères pour que nous, on comprenne la situation dans laquelle on était, comprendre le chômage partiel, comprendre tous ces éléments-là. C'est pas un mot abject, le lobbying. Non. Il y aura des connotations. Et donc, voilà. Et après, l'objectif a été le 11 mai, au moment du déconfinement, nous, c'était qu'on arrive lancé. C'était pas on rouvre le 11 mai,
c'était, et on a eu cette chance entre le plan gouvernemental et les différentes actions et communications, c'est vrai que les journalistes nous ont aidés, ça c'est un petit pic, en montrant des parcs pleins de véhicules partout qui débordaient de véhicules. Les clients ont cru que c'était en fait, on va aller faire des affaires miraculeuses chez les concessionnaires. En fait, c'était juste les flux logistiques qui étaient arrêtés et c'était en fait des véhicules vendus. Mais bon, ça nous a servi, on a eu un vrai boom de l'activité comme on a rarement connu. Donc, ça a permis de déconfiner le cerveau de nos commerciaux qui revenaient, d'un mois et demi d'arrêt, du jour au lendemain. On leur laissait pas le temps de rappeler, d'échanger les recettes, comment faire du pain chez soi, etc. Donc voilà, il y a eu un grand boom. Après, le deuxième confinement était beaucoup plus, à la limite, presque plus compliqué à gérer, parce qu'on était dans un métier schizophrène où on avait nos activités après-vente qui fonctionnaient normalement, on avait le droit de livrer nos voitures vendues, mais on n'avait pas le droit de recevoir des clients dans nos showrooms, tout en étant en plus contrôlé par la DGCCRF qui essayait de piéger les concessionnaires. Mais vraiment, vous avez vu les agents de la DGCCRF arriver chez vous Nous avons sur un de nos sites en Bretagne, un de nos directeurs qui a reçu un collaborateur de la DGCCRF qui lui demandait, voilà, ils viennent, en fait, ce qu'ils faisaient, ils allaient en réception après-vente normalement. Puis comme souvent nos réceptions après-vente sont dans des showrooms, parce qu'on mélange nos activités, et dit tiens, est-ce que vous avez un commercial là, je serais intéressé. Et le directeur, parce on avait eu vent grâce au CNPA et grâce aux informations qu'on avait entre concessionnaires, qu'il y avait des gens qui tournaient express pour ça, et certains concessionnaires ont eu des interdictions administratives de 15 jours, 3 semaines. Parce que nous, on faisait revenir nos commerciaux sur site pour faire du phoning, pour maintenir le lien avec nos clients, et ça, on avait le droit de le faire. Et vous avez un commercial qui ne mange pas, qui ne fait pas ses ventes, vous avez quelqu'un qui dit « je veux vraiment essayer la voiture qu'elle a ». Il y en a qui se sont fait piéger comme ça. Donc, c'était complexe, assez complexe à gérer. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On est des gens sensés. Les protocoles sanitaires, on les a tous mis en place. Je crois que ça fait partie des professions qui ont été le moins impactées justement par des cas de Covid ou des cas contacts. Donc, voilà, on sait ce qu'on fait. On est des gens raisonnables. J'ai eu l'impression que c'était la double peine. Mais là, quand vous avez entendu justement, il y a eu, encore une fois, ce que je disais en introduction, il y a une dizaine de jours, la possibilité d'un nouveau reconfinement. Quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'on a commencé à organiser les choses exactement de la même façon pour prévenir, pour corriger, j'allais dire, le manque d'anticipation qu'il y a eu sur les 2 dernières fois? Nous, de toute façon, ce que je vous expliquais, alors un petit peu différemment de Thomas, nous, le deuxième confinement, on n'a pas eu d'impact sur notre métier puisqu'on avait déjà tout le protocole sanitaire, tous les gestes barrières. Toute la profession s'est mobilisée de façon très citoyenne, parce que, comme je disais tout à l'heure, on avait fermé nos centres en propre sur le premier épisode. Nous, on est un grand groupe. On a été suivis aussi par nos centres affiliés, qui sont des chefs d'entreprise indépendants, qui ont aussi fermé pour la plupart d'entre eux. Donc, on a pris le risque à un moment donné sans savoir. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut saluer aussi, on a parlé tout à l'heure de la résilience de nos chefs d'entreprise, mais saluer aussi le comportement très pragmatique et très citoyen qu'on a tous d'abord eu en réflexe. Et sur le deuxième confinement, et puis même si là, il devait y en avoir un troisième, encore une fois, sur la partie contrôle technique, on a mis en place tout le protocole sanitaire, c'est suivi par l'ensemble des centres, les clients aussi, parce que le comportemental, c'est toujours ce qui est le plus difficile à faire bouger et à faire évoluer. Il faut aussi que les clients respectent les contrôles, les protocoles sanitaires, le port du masque, ça, on n'a plus trop de soucis là-dessus. De venir seul quand même dans le centre et puis de vider son véhicule de ses effets personnels. Parce que là aussi, je pense que c'est dans le respect et puis lutter contre ce virus, c'est vraiment une affaire collective, mais qui passe aussi par une responsabilité individuelle. Donc le troisième confinement, non, on le redoute pas. En tout cas, je parle en termes de business. Thomas Courtois, le troisième confinement, quand vous avez entendu les rumeurs du troisième confinement, quelle a été votre réaction? La crainte justement de retomber un peu dans la perception du mois de novembre, avec des ateliers qui tournent, bon an, mal an, mine de rien, nos carrosseries tournent, nos ateliers mécaniques tournent, on a aussi des activités sur certains sites de stations-service, donc ce n'est pas les niveaux qu'on avait avant la crise, mais on arrive quand même. Et tout à l'heure, peut-être pour répondre à Marilyn aussi, je vois 50% de baisse d'activité. Nous aussi, on recourt de manière ponctuelle au chômage partiel.
Donc, c'est éviter, à un moment ou à un autre, l'objectif, c'est de taper au maximum dans les charges pour l'adapter par rapport à l'activité. Nous, ce que ça nous a appris quand même ces 2 confinements, c'est qu'aujourd'hui, on a un stock de PC portables. On a aujourd'hui nos collaborateurs ou nos responsables, nos cadres, ils sont rompus à Zoom. Donc, on a, pendant le mois de novembre, vendu des véhicules en les montrant avec du WhatsApp ou avec ou de la technologie type vidéo check ou autre. C'est un phénomène accélérateur par rapport à un phénomène de fond de la vente. Hein. Ça marche vraiment, ça, Thomas? On montre les gens. Ah, voilà, là, je suis dans l'intérieur. Là, regardez, là, c'est le tableau de bord. Il y a une commande derrière, ou est-ce que les gens disent, on n'achète pas une voiture comme on achète une cravate, donc c'est un peu difficile. Ça a permis de bloquer des commandes. C'est-à-dire que que ce soit nos commerciaux ou autres, de toute façon, on met sur… il y a un véhicule d'occasion. Un véhicule d'occasion, par essence même, il est unique. Donc, on a un client qui est intéressé par ce véhicule. On lui montre l'intérieur, on lui montre comment sont préparés les véhicules. On voit quand même beaucoup de choses avec la vidéo. Ça permet déjà de s'approprier le véhicule. Et ça permet de dire à un client, écoutez, moi, vous m'envoyez par virement, il n'y a pas besoin de venir, un chèque d'acompte. On bloque la voiture. Et ensuite, elle est totalement validée, cette commande, sous réserve de voir le véhicule dès qu'on peut déconfiner. Et on en a eu quelques-unes. Je ne dis pas que c'est le gros du commerce, mais ça nous a permis quand même de maintenir déjà nos commerciaux en activité cérébrale et de nous adapter à la situation. Voilà, ça permet quand même de maintenir un flux. Voilà. En contrôle technique, ce serait plus difficile. On ne peut pas le faire à distance. Donc, le couvre-feu est peut-être plus problématique pour la partie contrôle technique, même si là, on n'en a pas les impacts depuis le couvre-feu national. On n'a pas encore les impacts. L'ensemble des centres a su s'organiser aussi bien sur ne plus avoir de pause méridienne, donc de ne pas déjeuner, d'ouvrir du matin jusqu'à 18h et 6 jours sur 7. Mais si jamais on devait faire un couvre-feu et pas une fin à 18h, mais une fin très tôt dans l'après-midi, là, ça serait quand même problématique parce qu'encore une fois, on est dans les centres de contrôle technique, on accueille le véhicule et on ne peut pas passer X véhicules en parallèle. Donc là, ça serait plus problématique. Alors, le 3e confinement, juste pour compléter, il a un effet entre guillemets pervers. Le confinement, non-confinement, là, on est dans une phase d'incertitude comme on n'a pas eu avant. C'est même si je trouve que la position du président, parce que a priori c'est lui qui a pris cette décision, elle est courageuse parce qu'il trouve le point d'équilibre entre confiner, pas confiner et préserver entre la crise sanitaire et la crise économique ou la situation économique. Mais en tout cas, dans notre métier, pour la vente de véhicules, pour cette partie commerce, tout ce qui est incertitude est impactant très négativement pour nos activités. Bon, sur l'activité vente à société, on est quand même sur un bon niveau d'activité, mais sur les particuliers, le particulier pour s'acheter une voiture neuve, c'est quand même le 2e achat après la maison. Il a besoin d'être réassuré, il a besoin d'avoir une certaine perspective dans l'avenir. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le creux là de l'incertitude maximale et l'activité est compliquée, très compliquée. C'est un impact non pas sur notre activité au quotidien, mais sur l'activité, sur le commerce, sur le niveau d'activité. Et si ça devait durer, parce qu'on est quand même étroitement liés, nous on intervient sur les véhicules, le contrôle technique c'est sur les véhicules d'occasion, donc le marché du VO nous impacte très fortement, et puis aussi sur l'activité garage qui nous apporte aussi des clients, et quand on met un véhicule en contre-visite, il faut que derrière il puisse être réparé pour venir ensuite après lever sa contre-visite et rouler en toute sécurité ou protection de l'environnement si c'est des défaillances liées à la pollution. Donc, nos métiers sont quand même intimement liés dans la filière des véhicules d'occasion. Pour ceux qui n'auraient pas vu, Céline nous a mis effectivement un lien pour toutes vos questions juridiques, fiscales, de salaire concernant les PGE dont on a beaucoup parlé. Il y a Bruno qui a posé une question tout à l'heure et qui revient. Et je ne sais pas si Jean-Claude est encore en ligne avec nous ou s'il y a quelqu'un du pôle juridique du CNPA qui est avec nous, soit Anne, soit Céline. Mais en tout cas, voilà, Bruno dit cette chose-là. Il dit « Le chiffre d'affaires que nous n'avons pas fait ne le sera plus. Comment allons-nous faire plus élevé en 2022 ? Le CNPA va-t-il intervenir pour renverser la situation ?» Non, mais là, il faut avoir, un discours honnête vis-à-vis de l'adhérent. La situation est très compliquée. Ce qui est essentiel, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de réagir à l'instant T, notamment avec le dispositif de chômage partiel.
lorsque le chiffre d'affaires donc se réduit de manière significative, il ne faut pas hésiter une seule seconde à solliciter donc d'être indemnisé au titre de l'activité partielle. Après, c'est trop tard. Ensuite, si vous voulez, on espère tous, et moi je fais partie des optimistes, que en fait l'activité va se relancer, et nous espérons tous, y compris d'ailleurs le président de la République, que c'est grâce à cette relance que nous allons pouvoir compenser, avec des effets d'ailleurs auxquels on ne s'attend pas toujours. C'est vrai qu'à la sortie du premier confinement, le commerce VO a très bien fonctionné. Vous voyez, donc on ne peut pas tout prévoir. Donc si malheureusement l'adhérent se retrouve dans une situation, dans les mois qui suivent, qui font que l'activité partielle ne suffit pas, il faudra qu'il procède à des licenciements économiques pour revenir à une masse salariale qui soit raisonnable. Et ensuite, réembaucher quand ça repartira. Donc ça, c'est de la gestion d'entreprise. Et le CNPA, en fait, ferait preuve de démagogie en expliquant qu'effectivement, on va pouvoir, nous tout seuls, relancer la machine économique. Nous, ce que nous faisons, nous alertons les pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent les entreprises lorsque cela nous paraît essentiel pour les accompagner du mieux possible dans cette crise. Justement, Jean-Claude, quelles sont vos perspectives pour 2021? Est-ce qu'on a une idée déjà de combien de temps vont durer tous ces dispositifs d'aide? Alors, très rapidement, sans vouloir jouer au porte-parole du gouvernement, parce que vous savez, c'est en même temps, en fait, les dispositifs en question, et là, franchement, après 40 ans de carrière, je suis quand même très satisfait de voir ce qui s'est mis en place. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que ce n'est pas assez, notamment quand on a une aide de 1 500 €, ce n'est pas suffisant. Mais au moins, au niveau des PGE, de l'activité partielle et du fonds de solidarité, il y a un effort maximal qui est fait. Et plus les activités vont reprendre, plus en fait les entreprises qui sont encore fragilisées bénéficieront de sommes plus élevées. Je dis quelques mots quand même. Donc, les dispositifs sont appelés à perdurer en 2021 jusqu'à ce que l'épidémie pratiquement soit maîtrisée. Et plus elle sera maîtrisée, plus les aides vont diminuer. Si on parle de l'activité partielle, la tendance pour les prochains mois, elle s'oriente vers une stabilisation relative de la garantie de rémunération accordée aux salariés, qui est de l'ordre quand même, il faut le répéter, de 85,70% à 72% du salaire net, selon les cas. Ce sont des sommes importantes. On sait que quand on ne travaille pas, quand on est en activité partielle, on consomme moins, c'est important. Aujourd'hui, le salarié qui est en activité partielle, il peut se poser des questions, c'est légitime pour son avenir, puis pour le présent, honnêtement, il n'a pas trop à se plaindre par rapport aux difficultés du chef d'entreprise. Mais on va en revanche, et c'est ce qui est important, vers un affaissement de la prise en charge de l'État au profit de l'entreprise, avec un reste à charge pour l'employeur qui risque de tomber à 40% de reste à charge par rapport à ce qu'il a versé aux salariés en cas d'application du taux générique qui est quand même le taux majoritaire dans notre secteur. Néanmoins, pour les entreprises qui, dans le cadre d'un troisième confinement auquel, mais ça n'engage que moi, je ne crois absolument pas, se verraient donc interdire d'exercer leur activité, de recevoir du public, donc la fermeture administrative, ou dans certains cas où le chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires est très élevée, le reste à charge pour l'entreprise sera de toute façon un peu moins élevé. Donc l'État fera un effort. Donc, mais c'est à surveiller tout de même, car le chômage partiel, c'est en principe, l'activité partielle, l'ultime mesure palliative que l'employeur peut activer avant le recours au licenciement économique. D'accord? Donc c'est à surveiller. Enfin, dans le cadre du reconfinement du mois d'octobre 2020, vous savez que le réseau des URSSAF a pris des mesures exceptionnelles pour accorder des délais de paiement pour les échéances sociales de novembre et décembre 2020 et aussi janvier 2021, sans application de majoration et de pénalité de retard. Merci l'URSSAF, parce qu'ils ne sont pas toujours aussi généreux. Je préfère ne pas en dire plus. Au-delà de cette date, les reports seront vraisemblablement accordés, mais cette fois-ci, en fonction des difficultés rencontrées par les entreprises, mais qui devront être démontrées. Plus on avance dans le temps et plus on se sort de la crise, plus l'administration reprend son pouvoir de contrôle. D'accord? Alors, c'est très bien, ça, l'URSSAF, ça soulage momentanément les trésoreries, ça aide, mais ça n'est pas une aide. Il s'agit plutôt de reculer pour mieux sauter, et nous regrettons vraiment que certaines de nos activités particulièrement touchées par la crise, ça a été le cas, par exemple, pour les contrôles techniques qui ont été obligés de fermer pour les services de vente, n'aient pu bénéficier d'une exonération de charges, mais simplement d'un report.
le fonds de solidarité, il n'y a qu'une exception chez nous, c'est les loueurs, mais ils ont été vraiment totalement sinistrés. Alors, le fonds de solidarité, je l'ai dit tout à l'heure, et le PGE, entre autres, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021. Et voilà, donc en gros, ce que je peux dire aujourd'hui, je me résume en fait, plus la crise va se faire sentir, plus la crise se fera moins sentir, plus les aides seront ciblées. Voilà. Moins la crise se fera sentir, plus les aides seront ciblées. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, mais vous m'avez repris, Pierre, c'est bien. On a compris, c'est comme les piles, il y a les plus et les moins, il faut… Voilà, voilà, vous avez bien compris. Thomas Courtois, vous, dans le groupe Courtois, vous avez beaucoup eu recours au chômage partiel et à l'activité partielle. Oui, sur le premier confinement, parce que la baisse d'activité, elle est de 90%. Mais ça veut dire un chômage partiel à 90% des effectifs? Oui, tout à fait. Oui, oui, sur le premier mois, enfin ça ne parlera pas, mais c'est 800 000 € de demande de chômage partiel sur le groupe. On est 330 sur une période d'1 mois et demi. Hein. Ouais. Donc, et il est clair que quand on a modélisé nos pertes à fin mai, on n'en met pas bien. Hein. Et sans ces aides, je pense qu'aujourd'hui, on aurait mis les clés. Enfin, faut être clair avec ça. Hein. Il y a tellement de sociétés qui n'existeraient plus aujourd'hui sans toutes ces aides. Donc la réactivité du gouvernement, pareil, je suis pas Gabriel Attal, je suis pas porte-parole, mais il faut quand même aussi être conscient de la chance qu'on a d'avoir eu ces moyens-là. Ça rattrapera pas ce qui est perdu. Pour répondre à Bruno Savry, là, je pense qu'à un moment ou à un autre, moi je pense qu'il faut encore tenir 3-4 mois, parce qu'avec l'été, avec le printemps, on peut imaginer que peut-être, on va espérer, en tout cas, je suis pas médecin, mais que le virus circule un peu moins et que qu'on commence à entrevoir le bout du tunnel, parce qu'à partir du moment où on va voir la lumière au bout du tunnel, je pense que l'activité va être reprendre et assez fortement. Parce qu'une voiture, elle a besoin d'être entretenue. Donc, si elle n'est pas entretenue maintenant dans sa périodicité, elle le sera, c'est un décalage. Qui avait prévu de remplacer sa voiture neuve ou d'acheter une voiture d'occasion, c'est un report de projet. Donc, il va y avoir un phénomène je pense, d'accélération et de rattrapage. Donc, il faut tenir encore 3, 4, 5, peut-être 6 mois pour qu'on puisse vraiment avoir justement cette crise derrière nous. Mais pour répondre à la question, oui, on a sollicité le chômage partiel, les PGE, tout ce auquel on avait accès. Parce après, il y a pas mal de choses qui étaient plus pour les TPE. C'était bien ciblé sur ces entreprises-là. Nous, on a un groupe certaine taille, mais tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Et je peux vous dire que le travail du CNPA de démêler, de nous aider pour démêler un peu toutes les aides qui étaient un peu dans tous les sens et qui changeaient tous les 24 heures, ça nous a pas mal aidé. Mais c'est vrai, hein, les aides de l'État, enfin de la France, parce que nous, DECRA, on est présents dans tous les pays quasiment qui ont été touchés. La crise pandémique, elle est mondiale, donc tous nos pays où nous sommes présents, notre activité a été touchée, de peu ou prou, plus ou moins de la même façon, mais la différence, c'est qu'en France, il y a quand même eu cette possibilité d'avoir le recours à l'activité partielle qui a permis de gérer, en tout cas sur le premier confinement, là où nous aussi on l'a activé, parce qu'on ne savait pas finalement combien de temps ça allait durer. Mais effectivement, on a de la chance du contrôle technique, il y a eu tolérance des délais accordés, et effectivement, on a pu rattraper une partie toute partie d'ailleurs. Je profite aussi de ce webinaire pour les questions en direct. Là, vous les voyez hein, tous. Jean-Claude, question pour Jean-Claude de Yannick. Les écoles de conduite vont-elles avoir une exonération totale des charges de l'URSSAF? Jean-Claude. On a perdu Jean-Claude? Oui. Ben, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les écoles de conduite font partie de ces métiers qui ont été… Jean-Claude, il nous fait un remake de la soupe au chou, là, on ne l'entend plus du tout. Alors, est-ce que j'ai fait une fausse… Là, c'est bon ouais, pardon, excuse-moi Pierre. En fait, non, là au jour d'aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est que les auto-écoles sont vraiment un métier qui a été frappé injustement, dans certains cas, par une interdiction d'exercer les activités. Vous voyez… lors du second confinement, comme les activités de vente automobile, d'ailleurs, on n'a pas compris. Il y a un président qui se bat au quotidien pour ça. Et donc, voilà, ils ont été injustement interdits d'exercer leur activité, alors même qu'on était sortis des confinements pour beaucoup d'entre nous.
Sur l'exonération de charges, non, il faut attendre. On n'a pas la réponse pour l'instant. J'aimerais bien leur dire oui, mais en tout cas, pour l'instant, je ne peux pas m'engager parce que je n'ai pas de réponse officielle, en fait. Voilà, Nicolas aussi pose une question. Quelle aide prévue pour la relance des services après-vente? Des questions déjà auxquelles on a peu ou prou répondu. Alors, alors moi, ce que j'aime bien, c'est une réflexion de Louis qui nous dit il faudrait qu'on fasse faire le vaccin dans les entreprises, donc des services de l'automobile, par une infirmière, si possible, le plus rapidement possible, pour combattre le Covid rapidement. On aimerait bien lui dire, on aimerait tous le vaccin. Effectivement, ça pourrait aider le retard, hein, voilà, en tout cas retarder cette contamination au virus. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que vous avez dans l'onglet des chats l'adresse qui vous permet d'avoir toutes les informations en ce qui concerne les PGE, vos questions, vos questionnements, vos doutes. Vous avez une équipe qui vous a parlé, Jean-Claude, Céline et Anne, qui sont au top, qui sont au taquet et au pôle juridique du CNPA. Vous avez vu le ressenti à la fois de Karine Bonnet et de Thomas Courtois. C'est quand même des groupes importants qui ont témoigné de leur expérience, qui ont partagé leurs difficultés. Voilà, je pense qu'on peut terminer. Est-ce qu'on peut terminer sur une « Vive le CNPA » dit Yannick, oui, effectivement, mais je peux vous dire que le CNPA vous accompagne au jour le jour et ce sont des longues heures de travail que moi je constate aussi. Regardez un peu l'horaire auquel vous recevez les emails de Xavier Oran. Parfois, ça dépasse minuit et voilà, ça veut dire qu'il pense à vous et qu'il vous accompagne. Karine, peut-être allez, comment est-ce qu'on peut dire haut les cœurs chez Decra? Parce qu'on a quand même de la chance. On est tous, j'allais dire, sains et saufs déjà. Non, mais sincèrement, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on a tous su se mobiliser, pas seulement pour défendre notre profession. C'est même pas à ça qu'on a pensé au départ. Hein. C'est d'abord à protéger nos collaborateurs et nos clients. Et bien sûr, après, et tout en maintenant la protection des activités. Donc voilà, le haut les cœurs, c'est qu'il faut déjà qu'on se protège tous, qu'on se protège les uns les autres pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. Et puis effectivement, après, c'est le bon sens qui doit nous guider également, le bon sens sur ce qu'on doit mettre en place dans nos entreprises. Et puis je pense qu'avec le CNPA, on est bien accompagné. Hein. On relaie bien aussi ce soutien auprès de nos centres partenaires. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Il vous était réservé. Merci à Karine Bonnet, merci à Thomas Courtois, merci à Jean-Claude Philibin, Céline Chevalet, Anne de Beaumont. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très, très nombreux. Et puis, les questions continuent. C'est-à-dire que c'est du au jour le jour. Vous savez que le CNPA est là, il vous accompagne et il répond à toutes vos questions. Merci en tout cas d'avoir été en direct. Et on refera ce genre d'exercice justement pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir à tous.